Et aujourd'hui, puisque nous parlons de la littérature, il est important, n'est-ce pas, de savoir où part justement la littérature, où est-ce que la littérature est née. C'est pourquoi ce jour, avec bien sûr ceux qui nous écoutent à la maison, nous allons donc parler justement de la littérature de fond en comble dans ce programme. Alors, mon frère, peut-être avant de vous permettre de bien vous asseoir dans ce studio, nous allons juste souffler un peu en musique et puis on se retrouve derrière. Mesdames et messieurs, vous l'aurez donc compris comme moi que nous avons donc mis cette prière en latin justement de notre Père, occasion de nous sanctifier, de nous donner plus de connaissances afin de vous la distiller là-bas à la maison. Je suis cet espace littéraire, deuxième production, comme je le disais à l'instant, à la table de ce programme. Pour vous qui venez à peine de vous connecter à nous, sachez que vous écoutez donc Espace littéraire. Et ce jour, nous avons donc pour mission, n'est-ce pas, de vous faire connaître là-bas à la maison, à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, et bien sûr nous ici en studio, n'est-ce pas, les méandres du concept de littérature. Où est-ce que la littérature est née? Quelles sont ses missions? Et bien sûr, la littérature peut servir à quoi dans le contexte africain? Mesdames et messieurs, telles sont les différentes questions qui vont, n'est-ce pas, me permettre, avec justement mon invité du jour, le frère René Makenge, de vous édifier davantage à ce sujet. Alors, le frère, puisque nous sommes en train, n'est-ce pas, de parler de la littérature, comme question d'entame, qu'est-ce que la littérature et comment est-elle née? C'est une question vaste. Je ne sais pas si on pourra dire ici ce que c'est que la littérature. Ben, on va essayer de dire quelque chose. Et si on s'en tient à la définition du mot littérature, qui vient du latin literatura, qui a vu le jour au début du XIIe siècle, il avait le sens technique des choses écrites. Puis, ce mot a évolué au Moyen-Âge vers le sens de savoir tiré du livre, avant d'atteindre au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle le sens principal actuel, qui est ensemble des œuvres écrites ou orales comportant une dimension esthétique ou une activité participant à leur élaboration. Donc ça c'est une définition étymologique de la littérature, mais je pourrais dire que la littérature a existé du moment où l'homme a existé, à mon avis. Comment la littérature est née, ça renvoie à la manière. Alors, la littérature est née de manière progressive, d'abord par l'acquisition du langage articulé, puis l'apparition de l'écriture qui a permis sa formalisation. Et il y a un auteur qui a donné une définition de la littérature, et cette définition me plaît bien. Et cet auteur, c'est Esra Poud. Il dit que la littérature est simplement
du langage chargé de sens au plus haut degré possible. Donc voilà, s'il faut définir la littérature et dire comment elle est née, s'il y a des élèves qui nous écoutent de manière simpliste, la littérature renvoie à tout ce qui est écrit ou tout ce qui est oral. Et elle est née du moment où l'homme a pris conscience qu'il a un langage articulé, parlé, et du moment où il a aussi appris à écrire, à formaliser ce qu'il pense dans l'écriture. Donc voilà ce que nous pourrons donner comme définition de la littérature et dire comment, par quelle manière elle est née. Merci le père, le frère autant pour moi. Merci également à tous ceux qui nous écoutent. Alors, vous pouvez donc le retenir comme moi que la littérature est bien sûr tout ce qui est écrit et oral. C'est justement une définition assez simple qui nous permet justement de reposer une autre question au frère René Maguer, qui est notre consultant d'espace littéraire. Alors, nous constatons justement que la littérature, au même titre que la philosophie et bien d'autres disciplines, n'est-ce pas, sont déjà ancrées ou alors est déjà ancrées dans non seulement dans les gènes, n'est-ce pas, des élèves aujourd'hui, et même il y a certaines personnes qui ont déjà quand même eu affaire d'un barbel dans ce monde. Alors, mon frère, la question que je m'avais vous poser, justement, restant dans le cadre de la littérature, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait la particularité de la littérature par rapport aux autres disciplines sous-évoquées? Bon, je dirais que la littérature fait partie des disciplines des lettres, tout comme la philosophie, l'histoire, la linguistique ou bien l'art. Et chaque discipline a sa particularité et a son mode opératoire. Si nous prenons la littérature dont il est question aujourd'hui, je dirais que la particularité de la littérature est qu'elle a un aspect particulier de la communication, surtout orale ou écrite, qui permet ou bien qui met en jeu une exploitation de ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur. Bon, pour dire simple, la littérature, celui que ce soit littérature orale ou bien la littérature écrite, l'écrivain use de tous les artifices du langage pour pouvoir atteindre ou bien transmettre quelque chose à son lecteur ou bien à son auditeur. Donc la particularité réside justement au niveau de la manipulation du langage et des effets que cela peut avoir sur celui qui lit ou bien celui qui écoute. Je crois que chacun de nous a fait l'expérience quand il lit une œuvre, que ce soit un roman, un poème, ou bien quand il assiste à une mise en scène d'une pièce théâtrale, il y a des mots qui sont choisis de manière expresse pour avoir d'impact sur lui. Et quelquefois, comme dirait Molière, quand on assiste à une pièce de théâtre, on se rit de ses propres défauts. Donc, voilà un peu la particularité de la littérature qui est différente de la philosophie, qui a ses principes, ses modes d'opération qui ne sont pas les mêmes que la littérature. Alors, mon frère, vous avez dit, lorsque vous commencez justement à nous donner l'historique justement de la littérature où elle est née, qu'elle est née justement au XIIe siècle, si j'ai bien compris. Alors, la question que je m'avais posée, puisqu'on sait quand même, en tant que discipline, cette discipline a eu à émerger, c'est-à-dire la littérature. Alors, quelles sont les circonstances de l'histoire ayant favorisé l'émergence de la littérature dans le contexte africain en général et en particulier en Afrique noire francophone? Bon, les circonstances, parler des circonstances, je voulais dire que
la littérature, on peut la situer dans un territoire, dans un contexte bien déterminé. C'est un domaine trop vaste, donc on ne peut pas, si on veut traiter de la littérature de manière générale, on pourra dire que elle a existé sous les formes embryonnaires en Afrique. Déjà, si on nous fait comprendre que le premier homme serait venu de l'Afrique, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une circonstance historique bien précise qui aurait déclenché l'émergence de la littérature si nous nous en tenons à une certaine définition de la littérature. Et puis, d'autres circonstances historiques, nous savons aussi que l'écriture a vu le jour en Afrique. On parle des hiéroglyphes qui seraient nés en Égypte. Donc, cette écriture a permis à formaliser la littérature. Mais si nous prenons l'Afrique noire, que si on veut parler d'une littérature, je ne sais pas, négro-africaine ou bien littérature d'expression française, nous pourrons dire que la plupart des pays africains étaient colonisés par la France et puis par l'Allemagne et l'Angleterre. Alors bon, ce sont peut-être la colonisation, mais aussi les indépendances qui ont favorisé l'émergence de la littérature. Et je me rappelle que le premier roman négro-africain qui a vu le jour en 1921, c'était le roman de René Maran, un auteur entier qui est né en 1887 et qui est mort en 1960. Il a écrit Batouala. Il était un fonctionnaire au ministère des colonies et il a écrit justement ce roman pour dénoncer le traitement, les abus de l'administration, je ne sais pas, coloniale en Afrique française et ses méfaits. Donc, on peut dire que le premier roman africain ou bien la littérature négro-africaine a émergé à partir de cette date-là, 1921. Et puis après, nous avons dans d'autres pays, il va y avoir des Noirs qui iront à l'école, ils vont apprendre le français et puis à leur tour ils vont produire des œuvres. Si nous prenons par exemple le Tchad que je connais, un peu l'histoire littéraire de ce pays, le premier ouvrage de la littérature tchadienne est né en 1962 et c'était intitulé Au Tchad sous les étoiles, un recueil de contes de Joseph Brahim Seyd. Ça c'est pour le cas du Tchad. Donc on peut dire que cette littérature d'expression française a vu le jour dans les années 60, en particulier 1962. Et si nous revenons au Cameroun, le premier ouvrage qui a été publié, c'est en 1928 par Isaac Mouné Etia, qui a publié le dictionnaire Douala français et puis les fables de Douala dans les deux langues, que ce soit en français ou en Douala en 1930. Donc ça, ce sont des indices historiques des premiers ouvrages de la littérature négro-africaine née en Afrique subsaharienne, dont je connais, et puis chaque pays a son histoire et chaque pays a vu l'émergence de sa littérature de manière spécifique et appropriée. Mais si nous tenons compte des circonstances générales de l'Afrique, je peux dire que c'est à partir de la colonisation
et de l'indépendance que la littérature d'expression française écrite a vu le jour. Mais bien avant cela, il y avait dans l'Afrique traditionnelle les contes, les fables, les proverbes qui sont aussi une forme de littérature dite littérature orale négro-africaine. Donc voilà ce que je peux dire ou me donner comme réponse à cette question. Alors, mon frère, je vais encore rester avec vous puisque nous sommes toujours dans le contexte historique. L'émergence de la littérature en Afrique noire. Voilà, je disais, l'émergence de la littérature en Afrique noire, francophone. Alors, vous qui avez justement quand même une bonne connaissance de ce qui concerne la littérature en Afrique, est-ce que vous avez comme l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, la littérature est en train de, comment dire, de mourir? Bon, parler de la mort de la littérature, c'est trop dire, mais il y a d'autres formes de communication, de langage qui ont vu le jour et qui ont tendance à supplanter la littérature. Mais moi, de manière personnelle, je ne pense pas que la littérature est en train de mourir. Il y a les écrivains, que ce soit au Cameroun, dans le monde entier, qui continuent à produire des œuvres littéraires, que ce soit le roman, la poésie ou bien les pièces de théâtre. Et avec les technologies de communication, d'information, il est question que les écrivains ou les hommes de lettres sachent adapter le contenu de leur production dans ces nouveaux modes de communication pour que la littérature puisse continuer à vivre et à survivre. Et notre problème, c'est vrai que de nos jours, les gens n'aiment pas trop lire, mais il y a quand même des gens qui aiment lire, qui lisent des romans, et il y a aussi des romans qui sont au programme pour dire que la littérature est là, elle n'est pas en train de mourir, à mon avis, comme écrivain. Et je crois qu'on ne peut pas déclarer non plus la mort de la littérature. Peut-être qu'il y a eu un manque d'intérêt de la littérature. Maintenant, il est question pour les écrivains de savoir amener les lecteurs à avoir le goût de la littérature et de savoir communiquer leur production dans des formes qui puissent permettre que la littérature puisse vivre et gagner du terrain. Alors, mon frère, autre question, je pense que c'est la dernière pour cette première partie, justement, qui est relative à la connaissance de la littérature, la connaissance historique, n'est-ce pas, de la littérature. Alors, vous nous avez donc dit que pour vous, vous n'avez pas l'impression que la littérature est en train de mourir. Alors, la question que je m'avais vous poser, restant toujours dans le même volet, l'Afrique a-t-elle justement des icônes dans ce domaine? Si oui, quelles sont-elles? Il y a les icônes de la littérature, surtout africaine. Et je crois que c'est aussi trop vaste. Il faut circonscrire le discours. Si nous prenons par exemple le cas que moi je connais, la littérature tchadienne, il y a des icônes, il y a des précurseurs de cette littérature, il y a des plumes émergentes qui constituent des icônes. Si on prend le Cameroun, il y en a de même. Moi, j'ai eu la chance de lire pas mal des écrivains négro-africains, et ces écrivains-là demeurent des icônes pour moi. Si nous prenons le cas du Cameroun, par exemple, nous avons Mongo Betty avec Ville Cruelle et d'autres romans que j'ai eu à lire dans ma jeunesse. Nous avons Ferdinand Oyono
une vie de boy, et puis tant d'autres qui constituent des icônes. C'est vrai qu'il y a au XXIe siècle, il y a d'autres icônes de cette littérature qui sont là et qui sont méconnues du public. Et je me rappelle, par exemple, il y a un écrivain entier, Jacques Romain, qui a écrit Gouverneur de la Rosée. Et c'est un roman, j'ai lu il y a de cela beaucoup d'années. Ce sont des icônes. Et dans ce roman, j'ai retenu une chose, une phrase que je n'ai pas oubliée jusqu'aujourd'hui: l'homme est le boulanger de sa vie. Ça vient de ce roman. Et nous avons d'autres écrivains, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Nous avons quelqu'un comme Sambel Ousmane, un Sénégalais, qui a écrit pas mal de romans, Oh mon pays, mon beau peuple, et puis tant d'autres ouvrages, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Togo. Il y a pas mal des écrivains qui constituent, qui sont des icônes de la littérature africaine, et qu'on peut classer parmi les classiques de cette littérature. Et aujourd'hui, nous avons des écrivains comme Alain Mambouka, qui est un Congolais, qui est vraiment une icône, une figure emblématique de la littérature négro-africaine. Il y a tant d'autres qu'on peut citer. Donc il y a des icônes. Et le problème, c'est la relève. Il faut que les jeunes s'intéressent à la littérature. La littérature fait partie de la vie de l'homme, comme la musique ou bien comme la peinture. Et il faut bien qu'il y ait des gens qui s'y intéressent pour donner vie à la littérature. La littérature, c'est aussi une façon de se dire au monde. Et à travers la littérature, on peut savoir la culture d'un peuple. Et grâce à la littérature, on peut aussi, je ne sais pas, formaliser certains patrimoines immatériels d'une culture. Donc la littérature est vraiment nécessaire avec tous les genres qu'il y a. Et donc il est question pour la jeunesse d'aimer la littérature et de s'y donner. Voilà. Merci mon frère. Après avoir donc donné ou alors posé les jalons de la littérature, du concept de littérature, mesdames et messieurs, vous qui venez de prendre l'écoute en ce moment, sachez que vous écoutez la RCDM et le programme, c'est bien sûr Espace littéraire, deuxième production de cette année. Alors nous sommes avec notre consultant, le frère René Maguengue, qui est justement écrivain et un homme aux multiples casquettes. Alors mon frère, pour vous permettre justement de respirer un peu, l'occasion justement de prendre la deuxième halte de ce programme, nous allons respirer avec Otto Marcelin qui nous chante Un enfant. Il avait 10 ans, il n'avait que 10 ans. Et au champ de guerre, il trempait la plume dans le sang. C'était le sang d'un combattant innocent. Et il avait écrit une lettre à sa maman. Chère maman, pour le moment, je suis encore bien vivant. Pour combien de temps, je n'en sais rien, maman. Ici au champ de guerre, il n'y a pas de sentiment. Le commandant vient de faire tuer 3 enfants. Ils avaient tenté
essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. Je sais bien que tu m'attends. Je te reviendrai vivant. Alors, essuie tes larmes, chère maman. Ne pleure pas comme un enfant. Je sais bien que tu m'attends. Une amitié, maman. C'était une maman, une pauvre maman. Pendant la guerre, on avait pris son enfant. C'était son seul et unique enfant. Et au champ de guerre, il tomba la plume dans le sang. C'était le sang d'un combattant innocent. Et il avait écrit une lettre à sa maman. Et dans la lettre, il lui dit: chère maman, pour le moment, je suis encore bien vivant. Pour combien de temps, je n'en sais rien, maman. Mesdames et messieurs, vous êtes donc scotchés à la RCDM si vous prenez l'écoute en ce moment. Ne vous trompez pas, vous écoutez justement votre programme Espace littéraire qui aujourd'hui cède donc le fauteuil comme d'habitude à son invité, le frère Enema Guergué, écrivain, mesdames et messieurs, qui est notre consultant donc de cette émission. Ne perdez surtout pas de vue, si vous aussi vous avez une expérience dans le domaine ou alors dans le monde de la littérature, n'hésitez sur aucun prétexte à nous retrouver ici à la RCDM chaque samedi lorsqu'il est 14h pour justement partager également votre expérience dans le domaine. Puisqu'on parle de la littérature, nous allons saluer comme ça tous les professeurs de français qui, n'est-ce pas, n'aménagent aucun effort pour rehausser l'image de la littérature, que ce soit dans les établissements scolaires, dans les universités et bien d'autres. Alors, mon frère, après donc avoir respiré avec cette musique de Marcelin, nous revenons dans ce studio pour continuer bien sûr notre entretien. Et nous avons justement posé les jalons de la littérature en évoquant bien sûr sa définition, son historique, comment est-ce qu'elle est née et bien sûr les circonstances qui ont favorisé son émergence, tant, n'est-ce pas, en Afrique et bien sûr et ailleurs. La littérature aujourd'hui donc qui est, je peux dire, universelle, malgré justement les petites divisions que celle-ci a connues. Alors, mon frère, parlant de la littérature comme discipline, quels sont les grands courants littéraires qui entourent ce vaste champ? Bon, les courants littéraires sont ce que nous avons appris dans l'histoire de la littérature de manière générale, selon les siècles. Nous avons le courant littéraire, par exemple, la Renaissance et l'humanisme, qui est un mouvement né au XVIe siècle avec ce qu'on appelle la Pléiade, et qui ont certaines caractéristiques qui consistent justement à étudier des lettres anciennes et des textes sacrés, et puis la doctrine de l'homme de la Pléiade et la connaissance de la langue française et de la dignité du latin et le grec. C'est un mouvement de rénovation littéraire, artistique et scientifique qui est apparu dès le XVe siècle en Italie et qui va s'épanouir en France au XVIe siècle sous l'influence de la culture antique. Et nous avons les auteurs comme Marot avec l'œuvre L'adolescence clémentine, et nous avons Rabelais avec Gargantua et Pantagruel que tout le monde connaît, et nous avons la bande de la Pléiade avec Ronsard et Du Bellay. Et après, nous avons au XVIIe siècle le mouvement qu'on appelle le baroque,
qui a pour caractéristique l'exubérance de forme et de la fantaisie, l'absence de mesures, la multiplication des effets et l'abondance, l'émotion. Et les tenants de ce mouvement sont Théophile de Viau, et puis nous avons Tristan, l'ermite, ainsi de suite. Et dans ce même siècle, nous avons un autre courant qu'on appelle la préciosité. Donc, les précieux sont quoi? Ils veulent donner du prix à tout ce qui les entoure et sont en quête de l'élégance dans le goût, la manière de parler, ainsi de suite. Et puis, il y a une volonté de se distinguer par la pureté du langage, par l'élégance, bref, tout ce qui est bien. Et nous avons quelques figures de ce mouvement-là, comme Mademoiselle de Scudéry et puis autres. Et nous avons un autre mouvement qu'on appelle le classicisme, avec l'ordre, la discipline, et ainsi de suite. Et à partir du XVIIIe siècle, nous avons le courant littéraire dit les Lumières, qui est de lutter contre les abus politiques et sociaux, et la remise en question fondée sur les raisons éclairées de l'être humain et sur les idées de liberté. Nous avons le combat contre l'irrationalité, la superstition, la tyrannie, ainsi de suite, et avec les gens comme Montesquieu, avec l'être personne, l'esprit de loi. Nous avons Voltaire, Cantique, ou les traités sur la tolérance, ainsi de suite. Et au XIXe siècle, nous avons quelques courants littéraires, le romantisme, le réalisme, le naturalisme et le Parnasse. Donc voilà à peu près quelques courants littéraires. Et nous avons encore le symbolisme. Et au XXe siècle, il y a le surréalisme, l'absurde, l'existentialisme et le nouveau roman. Bon, voilà quelques courants littéraires qu'on peut énumérer. Et je crois qu'il faut peut-être une émission particulière pour revenir sur ce courant et puis expliquer et donner les caractéristiques. Alors, mon frère, je rappelle quand même aux auditeurs qui nous écoutent à la maison que vous-même, vous êtes un écrivain. Alors, vous avez eu à citer justement beaucoup de courants, parmi lesquels ce que j'ai justement gardé, le courant parnassien. Bon, quand je suis ce courant, je me rappelle d'un certain Théophile Gautier, je le cite, il disait « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid ». Alors, une façon de nous dire que l'écrivain doit exclusivement regarder le côté esthétique des choses. Et lorsqu'on sait quand même, mon frère, que nous sommes dans une société qui est justement agrémentée par plusieurs problèmes existentiels, est-ce qu'il est justement important de se focaliser exclusivement sur la beauté des lettres? Bon, il faut resituer le mouvement dans son contexte. Et puis, pour dire que pour eux, pour ce groupe qu'on appelle les Parnasses, que l'art est un luxe intellectuel qui est réservé à une certaine élite, et ce qui est indépendant de la vérité, de la morale, ainsi de suite, et, le poète. Et pour prendre ou bien revenir à ta question, moi je crois que l'écrivain doit dire ce qui est. S'il faut exalter le beau, il doit l'exalter. S'il faut dépeindre le laid, il doit dépeindre. Maintenant, il a le choix entre ce mode d'expression. Moi, ce qui me concerne, c'est vrai que j'aime la poésie. Et la poésie exalte avant tout la beauté. Et il faut dire ce qui est bien. Et même s'il faut dire le laid, il faut savoir l'habiller avec le beau pour que cela puisse susciter ou bien faire encourager les gens à aspirer au beau. Alors, mon frère,
Cette question que je viens vous poser regarde également ceux qui nous écoutent à la maison. Je veux dire par là, nos jeunes frères des lycées, ceux de seconde, première et terminale. Je m'adresse beaucoup plus peut-être, pourquoi pas, à ceux qui font A. Voilà. Alors, on constate généralement dans nos différents établissements scolaires tout ce qui est panoplie de problèmes littéraires. Alors vous qui êtes justement la personne ressource de cette émission, quels sont les différents problèmes? La littérature parle de son époque. Elle dit ce que c'est que son époque. Donc si nous prenons notre époque, le 21e siècle, et que nous prenons un contexte particulier, je ne sais pas, celui du Cameroun, et que nous sommes à Ebolowa, et s'il y a des écrivains ici, ils ne peuvent que parler de ce qui les concerne. Et de manière générale, si on observe ce qui se passe en Afrique subsaharienne, il y a des problèmes qui sont à peu près les mêmes. Oui. Nous avons le problème de la gouvernance, nous avons le problème du chômage des jeunes, nous avons le problème de la délinquance, nous avons le problème de l'insertion sociale des jeunes, et il y a beaucoup d'autres problèmes. Donc, la littérature, à mon avis, même si elle n'a pas pour fonction d'apporter de manière immédiate des solutions à certains problèmes, elle doit justement évoquer ces problèmes. Donc celui qui écrit, je l'aurais dit, il n'écrit pas ex nihilo, il n'écrit pas à partir de zéro. Non. Moi, comme celui qui écrit, c'est la société qui me nourrit. Et à mon retour, moi, je restitue à la société ce qu'elle me donne dans ma plume. Ça, c'est ma façon d'appréhender la littérature. Donc, le problème que doit évoquer la littérature aujourd'hui doit être le problème de notre époque. Et même s'il y a des thèmes dits des thèmes classiques qu'on les retrouve dans la littérature dès son origine jusqu'à aujourd'hui, qui concerne, je ne sais pas, le thème de l'amour, de la corruption, et ainsi de suite. Alors, mon frère, en vous écoutant, ou alors en vous entendant parler, je me dis que vous êtes un écrivain engagé, puisque vous vous référez beaucoup plus, malgré le fait que vous êtes justement dans le beau, dans la poésie, mais il faut quand même relever que le peu de temps que j'ai déjà eu à lire vos chefs-d'œuvre, je me rends beaucoup plus compte que vous êtes l'espace autant-là qui essaye de peindre la société telle qu'elle est, avec justement tous les mots ou alors tous les tares dont elle fait face. Alors, peut-être avant justement de continuer dans ce volet, il y a justement quelques questions que j'aimerais vous poser, qui peut-être ceux qui nous écoutent également à la maison cet après-midi peuvent également vous poser, et particulièrement les élèves. Voilà, de manière globale, en classe de seconde, première et terminale, on parle très souvent des concepts tels que la fiction, la réalité, la temporalité, œuvre littéraire engagée. Alors, le frère, vous qui avez justement une oreille purement littéraire, à quoi justement renvoient ces différents concepts de manière particulière? Ouais, ce sont des concepts qu'on propose comme sujet de dissertation aux élèves pour savoir s'ils peuvent cerner les nuances et les différences qu'il y a dans ce concept. Et dans le monde de la littérature, en fait, si nous prenons par exemple le roman est de prime abord une œuvre de fiction. Ça veut dire que
l'auteur qui écrit, il crée un monde fictif. Ce monde n'existe pas. Même si celui qui lit le roman a l'impression de se retrouver dans un monde qu'il connaît, de prime abord, c'est un monde créé par l'écrivain et c'est un monde fictif, d'où la nuance entre la notion de la fiction et de la réalité. La réalité, c'est ce que nous pouvons toucher, nous pouvons faire expérience dans le quotidien. Et c'est cette réalité normalement qui nourrit l'écrivain et l'écrivain retranspose cette réalité dans la fiction qui peut être un roman. Donc la notion de fiction et réalité est appropriée au genre roman pour faire la différence entre la réalité qui est le réel, le concret, et le roman qui relève ou bien qui on peut classer dans le registre d'une œuvre de fiction. Même tout ce qui se passe dans le roman a des ressemblances avec la réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc c'est une notion qu'on doit comprendre pour éviter l'amalgame. Tout ce qu'on trouve dans un roman n'est pas vrai. C'est un monde créé par l'écrivain. Donc ce n'est pas de la réalité. Il en est de même pour la notion de la temporalité, ce qui est dans le temps est hors temps, et ainsi de suite. Et après, parlant de la notion de l'engagement de l'écrivain, ou bien de la littérature, ça c'est un point de vue personnel que j'assume. Je crois qu'une œuvre littéraire est d'emblée engagée, même si c'est pour exalter le beau. Ça veut dire que celui qui exalte le beau, il prend position pour ce beau. De la même chose que si je vous écoute bien, lorsqu'on parle déjà de l'engagement ici, c'est l'intérêt que l'écrivain... C'est parti pris pour quelque chose, pour un thème bien déterminé. Donc, pour moi, c'est ça. Voilà. Alors, mon frère, vous avez commencé justement avant la question que vous venez de répondre à évoquer, n'est-ce pas, certains griefs de la littérature. Alors, la question que je m'avais posée, d'après vous qui êtes justement expert dans le domaine littéraire, quelles sont, d'après vous, les différentes missions assignées à la littérature? On parlait des missions renvoient à la fonction de la littérature. Et je l'ai dit tantôt, que la littérature peut avoir une fonction ludique. Par exemple, à travers le roman, on crée un monde et celui qui lit, il se perd dans ce monde et ça permet de s'évader de la réalité. Et ça peut distraire, c'est un peu à peu près comme un jeu. Donc, une des fonctions de la littérature peut être celle-ci, une fonction ludique. Une autre fonction de la littérature, on peut, je l'avais dit, l'émission dernière, en parlant de moi-même, en écrivant, c'est une fonction cathartique. Pour dire quoi que c'est comme un remède. La littérature peut être un remède à certains maux que mine la société. Donc, en lisant, celui qui lit peut se retrouver dans un roman, il peut se retrouver dans un poème, il peut se retrouver dans une pièce de théâtre, comme disait Molière. Quand on lit une pièce de théâtre, on rit de ses propres défauts. Et en riant de ses propres défauts, on se soulage. Donc c'est un remède. Et ça, c'est une des fonctions de la littérature. Et une autre fonction, c'est la fonction critique et la fonction dénonciatrice. Ça veut dire qu'à travers la littérature, on doit dénoncer
les maux qui minent la société. Donc voilà un peu de manière ramassée quelques fonctions de la littérature et on retrouve ces fonctions dans les différents genres littéraires qu'il y a, que ce soit le roman, la poésie ou les essais ou encore le théâtre. Alors, mon frère, je vais justement, restant dans ce volet, n'est-ce pas, vous poser cette question, puisqu'il y a quand même des anticonformistes de la littérature, justement à partir de cet auteur, dont le nom m'échappe, cet auteur anonyme, qui dit, je cite, « À quoi sert la littérature dans un monde qui a faim ?» Et dans cette famine ressortent justement plusieurs connotations, je pense comme ça aux différents mots dont traverse la société aujourd'hui. Si je prends le cas de notre pays, le Cameroun, la corruption, le favoritisme, bref, la démagogie et bien d'autres. Alors vous qui êtes justement dans ce monde, est-ce que vous pouvez aussi répondre à cette question de ce auteur anonyme? Est-ce que la littérature qui est purement théorique, d'après lui, il s'est dit que la littérature en quelque sorte ne peut pas favoriser, ne peut pas répondre? La littérature est utile à la société d'aujourd'hui comme elle a été la société d'antan. Je crois, je viens de donner quelques fonctions de la littérature. C'est vrai que, par exemple, le roman ou bien les recueils de poèmes sont peut-être inaccessibles à certains, n'est pas accessible à toutes les couches sociales. Mais nous avons un genre littéraire qui est accessible à toutes les couches sociales. Nous prenons le théâtre. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, chez nous, il y avait ce qu'on appelle le théâtre de la rue. Donc, dans des quartiers, les jeunes s'organisent et ils mettent en scène, en œuvre, une œuvre théâtrale. Et ça réunit les gens rient et les gens se défoulent. Voilà. Ça permet aux gens au moins de se distraire et d'être heureux. Et en même temps, elle expose les problèmes sérieux de la société. Si nous prenons par exemple le théâtre, ça fait divertir, ça fait rire, mais ça pose les problèmes sérieux de la société. Et ceux qui lisent, ceux qui assistent à une pièce de théâtre, ça travaille de manière inconsciente dans leur subconscient. C'est ce que Victor Hugo disait, qu'il corrigeait les mœurs sans rien. Oui, c'est comme certaines publicités subliminales. On ne se rend pas compte de ça, mais les mots, les paroles prononcées, les gestes sont gravés dans la tête et qu'on le veuille ou pas, ça aide à déclencher ou bien ça amorce un changement donné de comportement. Donc, à mon sens, la littérature est utile pour l'Afrique, même s'il y a d'autres problèmes sérieux qui sont là. Mais à travers certains genres littéraires, on pose le problème de l'Afrique et on peut y entrevoir des solutions. Mon frère, voilà que nous sommes donc en train, n'est-ce pas, de vouloir conclure ce programme. Quel peut être donc, d'après vous, le rôle majeur de la littérature dans un contexte comme le nôtre marqué par le vandalisme, la corruption, la pauvreté et bien d'autres problèmes qui minent justement notre société, si je prends le cas du Cameroun? Bon, la littérature, c'est une discipline et ce sont les hommes qui font la littérature. Donc, à mon avis, ces hommes, que ce soit les écrivains, les chanteurs ou les dramaturges, ils doivent, dans leur œuvre, faire transmettre certaines valeurs qui doivent permettre à résoudre ce problème. Pas seulement les valeurs, mais aussi exposer ce problème. Et qu'à travers la lecture d'un roman, qu'un jeune soit stimulé à avoir le goût du travail bien fait.
ou bien de l'effort. J'ai cité au début de l'émission une œuvre, Gouverneur de la Rosée. C'est une œuvre que j'ai eu à lire il y a longtemps. Il y avait les personnages principaux, Manuel et Anaïs. L'autre est revenu dans son pays et les conditions dans le pays, il n'y avait pas l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il a envisagé de faire venir l'eau dans le village et il a réussi à la fin. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et ce sont des romans qui encouragent, qui stimulent à braver certaines adversités de la vie. Donc je crois que l'écrivain, l'intellectuel d'aujourd'hui doit être celui qui aide la société à prendre conscience des mots qui la minent et en même temps à pouvoir amorcer un changement. Alors, mon frère, avant de se séparer, puisque le temps qui nous a été donné, je le trouve déjà assez petit. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez donc dire à l'endroit de tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui au sujet de l'importance de la littérature dans un contexte comme le nôtre? Est-ce qu'il est encore important d'avoir des propos, je veux dire, des propos qui vont à l'encontre justement du domaine littéraire, ou alors il faut plutôt embrasser la littérature dorénavant? La littérature est utile, elle est éternelle. Moi j'ai lu certains romans camerounais il y a longtemps et je crois que les problèmes que ces romans ont posés il y a cela des années, on le voit aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'écriture est d'actualité, elle est utile, elle est nécessaire pour la société. On doit aimer la littérature et à travers les gens littéraires aider la société à prendre conscience de certains mots. Merci infiniment mon frère. J'espère surtout que ceux qui nous ont écoutés depuis le début de ce programme sont désormais mieux fixés pour ce qui concerne la littérature. Nous allons finir ce programme avec bien sûr cette citation de Henry Cohen qui disait, je le cite, tous ceux qui nous ont justement prêté une oreille attentive à nous écouter cet après-midi, est-ce qu'il y a un dernier mot à la passer? Bon, à moi de vous remercier pour dire que nous faisons tout pour que la littérature puisse intéresser les plus jeunes. Et nous sommes ouverts, nous attendons. S'il y a des écrivains en herbe qui se rapprochent de nous, on pourra faire leur promotion. Et que la littérature est utile. La littérature est utile, c'est le dernier mot du frère René Maguergué, notre consultant de ce programme d'espace littéraire. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce programme. Nous vous remercions déjà pour l'écoute que vous avez bien sûr, vous nous avez justement donné cet après-midi. Nous allons remercier tour à tour toute l'équipe de production de ce programme. La coordination était assurée par Farchid Olivier Lamodjo, la supervision générale, le frère René Maguergué, qui est justement notre consultant maison de ce programme d'espace littéraire. La réalisation, la mise en onde et bien sûr la retransmission sur le net de ce programme était implémentée par Jean-Rigobert Bain. À ce microphone de présentation, votre capitaine en chef littéraire, Fresnel Hardy Sengue. Le programme Espace littéraire entre en gare. Retrouvons-nous samedi prochain sur cette même radio. Mesdames et messieurs, la rediffusion c'est demain à 15h. Restez connectés au programme de la RCDM qui se poursuivent.